Bonjour, donc ici j'ai décidé de vous présenter les résultats de mon analyse concernant les performances du portefeuille de Charles Gave. Alors je tiens à préciser que j'ai aucune connexion directe avec lui, par contre c'est quelqu'un que je suis de manière assez régulière et ce depuis plusieurs années. Et sa stratégie d'investissement m'a beaucoup interpellé, notamment par rapport à sa simplicité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'étudier plutôt en profondeur, pour statuer définitivement dans un sens ou dans l'autre par rapport à l'application de cette stratégie. Et donc aujourd'hui je vous propose de vous présenter les résultats de mes investigations. Mais avant, je tiens à vous préciser que même si j'ai la certification AMF qui pourrait me permettre de faire du conseil en investissement, ce que je vous présente là, c'est juste le résultat de mon analyse et bien évidemment, toutes les décisions que vous prendrez seront de votre responsabilité et nécessiteront certainement des informations complémentaires. Donc commençons par l'investissement le plus basique qui soit. Alors on décide d'investir une certaine somme d'argent en bourse. On va sélectionner quelques actifs de sociétés qu'on aura estimées comme fiables et potentiellement performantes dans le futur. Et ensuite, cette somme initiale, on va la diviser en n sous-parties. Donc par exemple, là j'ai 3 actifs, imaginons que je veux investir 3000 euros, et bien je vais mettre 1000 euros sur chacun de ces actifs. Donc je fais ça au temps t0. Et ensuite, je laisse courir le temps. Et au bout d'un certain temps, de deux choses l'une, soit j'ai besoin de cet argent, auquel cas je vais revendre l'intégralité de mes actifs pour récupérer cette somme et faire autre chose, soit je veux juste faire une valorisation. Alors, dans le lot, il y a des actifs qui n'ont pas très bien performé, d'autres qui ont performé moyennement, d'autres qui ont plutôt bien performé. Ce que je fais, c'est que je fais la somme de toutes ces petites bourses-là et ça me donne la valeur finale de mon portefeuille. Et pour avoir la performance de mon portefeuille dans cette configuration extrêmement simple, je fais tout simplement la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc là, on va légèrement complexifier la méthode d'investissement, enfin plutôt la sophistiquer pour rester positif. On va parler d'investissement rebalancé ou rééquilibré. Donc on verra un petit peu l'intérêt d'utiliser ce type d'investissement par la suite. Donc l'étape de départ est strictement la même. Vous avez un certain capital que vous souhaitez investir en bourse. Vous choisissez N actifs de bonne qualité et vous faites une équirépartition de ce capital. Dans ce cas-là, comme tout à l'heure, si on a 3000, on va mettre 1000 euros sur chacune des positions. Et ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est de faire périodiquement un rebalancing ou un rééquilibrage. C'est-à-dire que la période, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, etc. Mettons, imaginons qu'on prenne un trimestre. Au bout d'un trimestre, on va faire la valorisation intégrale de notre portefeuille. Donc, on va sommer en fait ce qu'il y a dans ces 3 bourses-là. Donc, il y a des actifs qui ont bien performé, d'autres un peu moins bien, etc. Et on va trouver une certaine somme. On la divise par 3. Donc, ça va nous donner la somme à atteindre pour chacun des actifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des actifs qu'il va falloir vendre pour aller repeupler des actifs qui ont moins bien performé. Voilà. Une fois qu'on a rééquilibré nos avoirs sur chacun des actifs, on attend un trimestre de plus et on refait exactement la même opération. C'est-à-dire qu'on somme toutes nos bourses, on fait une division par 3 et on fait le rééquilibrage en vendant certains actifs, en achetant d'autres. On fait pareil de proche en proche et à un moment donné, pour valoriser notre portefeuille, on va faire la somme de ce qu'on a obtenu en bout de course, exactement comme précédemment, et la performance de notre portefeuille, comme on l'a vu précédemment là également, ce sera la valeur finale divisée par la valeur initiale. Alors j'avais dit que je parlerai de l'intérêt de procéder de la sorte, c'est-à-dire de rebalancer son portefeuille périodiquement. Eh bien, on y vient. Voilà, donc ici, je vous ai mis 2 graphiques. Sur la partie gauche, vous avez le cours d'actifs que vous connaissez bien. Donc là, j'ai Apple, AMD, Intel et Tesla. Tesla, c'est la courbe la plus dynamique en jaune. Intel, c'est celle qui est en grise. Et de l'autre côté, vous avez les 2 types de portefeuilles que j'ai déjà décrits. Donc vous avez le portefeuille simple qui est en bleu et le portefeuille rebalancé qui est en orange. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, on a une réduction de la volatilité sur le portefeuille qui est rebalancé. J'ai fait les calculs d'écart type. Si vous faites le calcul de l'écart type sur le portefeuille simple, vous êtes à 955. Et sur le portefeuille rebalancé à 738, c'est-à-dire que vous avez une réduction de la volatilité de 30%. Donc réduire la volatilité de 30%, ça veut dire que vous limitez le drawdown de votre portefeuille. Donc il y a un petit côté antalgique et en bout de course, finalement, on a un gain qui est proche. Au bout des 5 ans, on se retrouve à peu près avec le même gain. Alors là, on se dit que c'était pas forcément faire un rééquilibrage dans le bon sens parce que bon, l'action Tesla a surperformé toutes les autres, mais on aurait pu imaginer complètement l'inverse. C'était une action qui part à la cave et auquel cas, on aurait eu également une réduction de la volatilité avec une courbe un petit peu plus basse, mais l'ensemble du portefeuille aurait bien amorti les éventuelles chutes d'un actif en particulier.
Donc là, alors j'ai pas parlé de la volatilité. La volatilité, parce que j'ai supposé que tout le monde connaissait, mais c'est pour ceux qui maîtrisent pas, c'est les mouvements, les amplitudes du sous-jacent par rapport à sa valeur moyenne en quelque sorte. Donc en fait, pourquoi on réduit la volatilité? Bah, c'est relativement simple à comprendre. Si en fait vous prenez ces quatre courbes-là, vous en avez trois qui sont pas très volatiles et une qui l'est beaucoup. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc dans ce cas-là, il se trouve que la courbe elle est partie vers le haut. Bah, une partie des sommes qui étaient allouées à Tesla vont être redistribuées sur les trois autres courbes et du coup on va manger la volatilité de Tesla. La volatilité de Tesla va être diluée dans les trois autres, etc. Et c'est comme ça que il y a une espèce de moyen-âge de la volatilité. C'est comme ça en fait qu'on réduit cette fameuse volatilité. Alors si vous voulez, il vous fallait un exemple supplémentaire pour comprendre. J'en ai fait un juste après. Comme j'avais les courbes sur Excel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tous les cours, les cours des trois premières actions Apple, AMD et Intel par 100. J'ai mis 100 dollars, c'est à peu près la valeur moyenne. Le but de tout ça, c'était quoi? C'était de faire en sorte que ma volatilité soit nulle. Donc là, si vous calculez la volatilité de ce cours-là, comme le cours est constant de bout en bout, bah, vous avez une volatilité qui est nulle. C'est-à-dire que là, vous allez globalement diviser par 4 la volatilité de Tesla. Et en gros, si on regarde, ça c'est la courbe qu'on avait avant, si on regarde en faisant le portefeuille simple, ici c'est le bleu, et le portefeuille rebalancé, eh bien on voit qu'effectivement la volatilité a été drastiquement réduite. Donc ce qu'il faut comprendre et retenir ici, c'est que le fait de rebalancer un portefeuille, ça permet d'avoir un drawdown très limité. Vous n'êtes pas assujetti à un actif en particulier qui vous enverrait le portefeuille à moins 30%, etc. Si vous avez 10 actions et qu'il y a une action qui chute de 70% ou qui monte de 70%, ben, ça va être dilué par rapport aux autres parce que vous faites du rebalancing justement. Alors si je vous raconte tout ça, c'est pas anodin, ça me permet de faire le montage avec la stratégie que propose Charles Gave. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire d'un investissement en bourse, vous avez besoin de deux jambes. La première jambe va vous servir à sélectionner vos actifs et la seconde va vous permettre de gérer le portefeuille au fil du temps. Donc la stratégie que propose Charles Gave pour la gestion du portefeuille est exactement celle que je viens de vous décrire ici, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à rebalancer régulièrement le portefeuille au fil du temps. Maintenant, on va regarder la partie sélection d'actions. Roulement de tambour. Vous allez voir, la slide qui vient va être très épurée. Voilà. La sélection d'actions. Sélectionnez des actions dont vous n'êtes ou ne serez jamais co-actionnaire avec l'État français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun membre de l'État français qui siège au conseil d'administration, qui vient au comité de direction ou à l'Assemblée générale. Voilà. C'est une compagnie complètement privée et sans connexion avec l'État français. Donc en fait, pour être tout à fait franc, Charles Gave a énoncé 4 principes. Alors je vous invite à aller voir ces 4 principes sur le site consacré pour ça, c'est l'Institut des Libertés. Je mettrai le lien en description. Donc les deux premiers principes sont du domaine du subjectif, donc c'est pour ça que je ne les ai pas retenus. J'ai retenu que les deux derniers. Alors le principe 3, c'est de faire du rebalancing de portefeuille, ça j'en ai parlé. Et le principe 4, justement, c'est ce principe-là, pas de connexion avec l'État français. Alors pourquoi j'ai mis l'accent sur ces deux derniers principes? C'est parce qu'ils sont extrêmement simples à mettre en œuvre et dépourvus d'ambiguïté. Et de par mon expérience, je sais que si vous voulez maximiser vos chances de succès dans un projet ou en bourse ou n'importe où ailleurs, eh bien, le maître mot, c'est la simplicité. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, la simplicité, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en œuvre. La partie qui va suivre va être plutôt orientée mathématique. Alors, je comprends parfaitement qu'il y ait des allergiques parmi vous. Auquel cas, pas d'inquiétude, il vous suffit de jouer avec la timeline de la vidéo et de vous caler sur la slide qui montre le portefeuille de référence de Charles Gave. Donc, on se reconnectera à ce moment-là. Alors, c'est peut-être une des formations professionnelles de mon côté, mais en général, quand j'annonce des résultats, j'aime bien donner le contexte de l'étude. Et là, en l'occurrence, il s'agit de vous montrer la manière dont j'ai processé les datas pour vous présenter les résultats qui vont suivre. Pour ceux qui sont restés, on embarque. Voilà. Donc ici, vous avez un développement mathématique qui correspond à la progression d'un portefeuille de type simple. Rappelez-vous, il y a le portefeuille de type simple et le portefeuille de type rééquilibré périodiquement. Alors, pour faire mes évaluations, j'ai préféré partir sur une base de gains, de période à période, parce que c'était beaucoup plus simple en termes de codage, notamment pour la partie rééquilibrage, parce qu'il faut redistribuer périodiquement.
Donc, en vertical, ici, vous avez la discrétisation du temps. Donc là, vous avez T0, T1, T2, Tm, sachant qu'entre T0 et T1, ça peut être un mois, un trimestre, un semestre, etc. Alors, si on prend par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au temps T0? Au temps T0, on disposait d'un capital K0 qu'on a voulu répartir de manière équilibrée sur n actifs, donc A1, A2, AN. Donc, comment faire de l'équi répartition? Qu'est-ce qu'on fait? On prend K0, on le divise par n, on injecte dans A1, K0 divisé par n, on injecte dans A2, etc. Ce qui fait qu'on a exactement la même somme sur tous les actifs. Ensuite, en période 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme le K0 sur n est distribué sur tous les actifs, on peut le mettre en facteur. Et ensuite, entre T0 et T1, on a eu un gain ou une perte qui se manifeste sous forme de G11, G21 ou GN1. Alors, à quoi correspondent les indices? Le premier indice correspond à l'actif 1, le deuxième indice correspond à la période. Donc là, ici, on a l'actif 1 qui correspond à A1, on a ici l'actif 2 qui correspond à A2, etc. Et là, ça, c'est l'actif N qui correspond à AN. Donc, sur la première période, le gain qui va être réalisé, ou la perte, ça va être K0 divisé par N, multiplié par G1 plus G21 plus jusqu'à GN1. Deuxième période, qu'est-ce qui se passe? On garde le K0 sur N, on le laisse en facteur, et là, on se retrouve à multiplier le gain précédent par un autre gain qui correspond au gain qui va de la période T2 à T11. Donc là, du coup, on se retrouve avec G11 fois G12. Alors, vous remarquez au passage que le 2 correspond bien à l'indice temporel, le 2 ici, et on va jusqu'à GN1, N2. Et in fine, sur Km, donc la valeur finale, M, c'est le nombre de périodes totales, eh bien, le gain final va être égal à K0 sur N, multiplié par G11 fois G12, jusqu'à G1M, donc 1 c'est pour le premier actif, ensuite G21 fois G22 jusqu'à G2M, 2 c'est le deuxième actif, etc. etc. Et si on veut évaluer la performance de ce portefeuille globalement, en suivant cette méthode, on fait Km divisé par K0. Finalement, le K0 il va sauter, il va nous rester que la division par N qu'on va retrouver là. Et là, si vous regardez bien, eh bien en fait, ici, vous avez le gain qui correspond à l'actif 1, le gain qui correspond à l'actif 2, le gain qui correspond à l'actif 3, etc. Donc voilà pour la partie, entre guillemets, portefeuille simple. Passons à la version avec équilibrage. Voilà. Donc, pareil, là, vous retrouvez vos slots de temps, là, le temps discrétisé sur la gauche. Le démarrage est exactement le même que ce qu'on a vu précédemment. Le capital K0 est distribué sur tous les actifs de manière équipondérée. C'est pour ça qu'on a le K0 sur N. Premier gain, c'est exactement le même que celui qu'on a vu précédemment. C'est K0 sur N, donc il est en facteur par rapport à tous les actifs puisqu'on a fait de l'équipondération. Et on multiplie par le gain qui correspond à la première période, c'est-à-dire de la période 1 à la période 0. Là où ça change, c'est quand on passe sur la période 2. Comme on fait un rééquilibrage, on récupère l'intégralité du capital qu'on a gagné sur la perdu, enfin l'intégralité du capital suite à l'évaluation de la fin de la période 1, et on le divise par n de manière à faire une équidistribution sur l'intégralité des actifs qui vont de A1 à AN. Donc le 1 qui est là, c'est l'actif. Donc là, on a fait un rééquilibrage en prenant K1 sur N. Et on fait ça jusqu'à la fin, jusqu'à Kn-1 sur N, où on se retrouve donc là avec les gains finaux qui correspondent à la fin de la période. Donc finalement, le gain global, ça va être quoi? Eh bien, ça va être donc la performance, ça va être Kn sur K0 divisé par n à la puissance m. Pourquoi? Parce que si vous prenez ici le K1, en fait, c'est cette expression-là que vous allez intégrer là. Donc si vous intégrez cette expression ici, vous allez voir que le n va intervenir au carré. Et ensuite, vous allez faire ça de proche en proche et arriver là. Vous allez avoir m expressions de ce même type. Donc du coup, vous allez vous retrouver à mettre n à la puissance m. Donc la performance globale du portefeuille, c'est Km divisé par K0 divisé par n à la puissance m. Et si vous remplacez par les termes que vous récupérez à chacune des étapes, eh bien, vous avez ce premier gain là qui est issu de ce qui s'est passé ici, ensuite ce deuxième gain qui est issu de ce qui s'est passé en période 2, etc., jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la performance qui correspond à la performance d'un portefeuille avec rééquilibrage. Alors, j'espère qu'on a récupéré tout le monde, on a fini avec la partie mathématique. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Et on va regarder
quelles sont les actions préconisées par Charles Gave et qui respectent ces critères. Donc elles sont ici. Alors, on ne voit pas grand chose, je vais peut-être augmenter un petit peu. Juste pour information quand même, alors le portefeuille que j'utilise là, c'est un portefeuille que j'ai déjà décrit dans le cadre d'une vidéo. Vous pouvez complètement le reproduire. Donc il permet en fait de suivre des actions en quasi temps réel. Je pense qu'il y aura un délai d'une quinzaine de minutes là, pour les mises à jour de prix. Mais moi, ça me suffit amplement pour faire mes investissements. Et dedans, vous avez un petit peu tout. Vous avez aussi la répartition sectorielle. Vous avez la possibilité de voir les corrélations entre les différents actifs, etc. Enfin bon, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Et puis j'aime bien ces petits graphiques ici. Ça me donne un petit peu les tendances court terme, moyen terme et long terme. Donc revenons au mouton. Donc la sélection de Charles Gave, c'est la suivante. Alors vous avez Accor, Air Liquide, Capgemini, Danone, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Schneider, Sodexo et Total Energy. Donc là il y a une dizaine d'actions. Et là l'idée c'est de faire de l'équipondération sur ces 10 actions. Et là c'est ce que j'ai fait dans un portefeuille simulé. Hein. C'est pas mon vrai portefeuille. Voilà, il y a à peu près une équipondération. Donc là si on regarde, alors ça raconte pas toute l'histoire, mais là, par exemple, j'ai pris les prix qui correspondaient à la fin d'année 2022. Si on regarde le bilan au jour d'aujourd'hui, on a 25%. Encore une fois, je vais parler tout à l'heure de la manière dont se comporte le portefeuille dans le temps. Donc ça, c'est juste un échantillon. Et là, on voit un petit peu les gains sur les différents actifs. Encore 2-3 petits mots, et je vous promets, on passe au résultat de cette étude. Mais là, je souhaitais parler un petit peu de la manière dont j'ai traité les données, et j'ai extrait mes résultats, parce que maintenant, avec les outils modernes, c'est relativement simple à faire. Et je pense que si certains d'entre vous veulent aller plus loin, et que vous avez un petit peu de connaissances en programmation, c'est très facile à faire. Donc, comment j'ai fait les choses? Donc, j'ai fait 2 petits programmes Python. Donc, alors le plus important, c'est celui-ci, c'est Plot and Export. Donc dans cette fonction, je passe la start date, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je souhaite faire mon analyse. Je dis si je veux afficher ou pas. Bon, ça c'est de la cosmétique. Et là, ici, j'ai un file name qui va me permettre de faire de l'export. Alors on verra juste après. Ici, j'ai mes 2 listes. Donc là, j'ai les actions que constitue le portefeuille de Charles Gave. Et ça, c'est les index contre lesquels je veux bencher les performances données par le portefeuille de Charles Gave. Ici, je fais les exports. Jusqu'à la date courante, avec un sampling, enfin une période d'échantillonnage de 1 mois. Ici, je fais les calculs des gains de période à période, donc là en l'occurrence de mois à mois. Ici, je fais le cumul des gains, et ensuite je fais l'affichage de tous ces résultats, donc à la fois des actions et des indices. Juste en dessous, je fais le calcul des performances du portefeuille de Charles Gave. Alors j'ai pris la méthode simple et la méthode avec rééquilibrage. Et ensuite, bien entendu, je fais l'affichage. Et en dessous, je fais un petit peu de traitement pour me permettre en fait d'exporter les datas dans un fichier Excel. Et ces datas sont exportées. Alors là, j'ai fait un export en annuel, c'est-à-dire chaque année, j'exporte les résultats donnés par à la fois les indices et le portefeuille de Charles Gave. Et alors, toute cette fonction-là est traitée à haut niveau par cette fonction principale qui, elle, va passer en boucle les appels de cette fonction en faisant modifier uniquement la date de départ. Donc jusqu'à la date courante. Et donc je vais avoir n exports. Si par exemple je pose ici 2024, eh bien je vais avoir des exports qui vont aller de 2000 à 2024. Enfin ça s'arrêtera en 2023 en l'occurrence. Et donc j'aurai autant de fichiers Excel que je pourrais traiter. Donc je vous montrerai juste après. Donc là par exemple, si on veut obtenir un affichage des résultats en partant de 2000, voilà, donc là je demande un affichage. Donc je vais demander ici et je lance le programme. Le résultat va tomber dans la page d'à côté, je vais vous le rapatrier. Hop, voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on obtient l'ensemble des actions proposées dans le portefeuille de Charles Gave. Ici, vous avez vos index, avec ici le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq et le DAX. J'ai pris ces indices-là, mais on pourrait très bien en prendre d'autres, il n'y a pas de souci, c'est juste à rallonger la liste. Ici, vous avez le gain du portefeuille de Charles Gave, avec rééquilibrage et sans rééquilibrage. Bon, regardez pas les performances, parce que ça, c'est juste un cas particulier. On va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Et ici, vous avez la différence par rapport aux différents indices du portefeuille de Charles Gave. Donc, alors, une fois que... Mais là l'affichage, c'était juste pour le côté débugage. Hein. Le vrai résultat, en fait, il tombe dans ce fichier Excel-là que je vous montre tout de suite. Donc, tous les résultats d'export que vous avez vus, je les pose là-dedans. Et je fais tout un tas de petits calculs. Voilà, 2000, alors ça c'est 2000. De temps en temps, je mets la courbe parce que c'est les courbes que je vais vous présenter juste après.
Ensuite 2002, 2003, 2004, etc. 2005 j'ai une courbe, tous les 5 ans j'ai mis une courbe, mais on va en parler juste après. Et ensuite derrière j'ai une synthèse, où là en fait je reprends les principaux résultats avec les performances finales à partir de 2000, 2001, etc., etc. Je fais des calculs de pente, de régression, etc. pour avoir le coefficient directeur de ces courbes-là. Je fais également des calculs de gains moyens annuels. Donc ici, vous retrouvez les coefficients directeurs qui sont déterminés avec la fonction slope de Excel. Donc en fait, il détermine la meilleure approximation linéaire de ces différentes courbes, avec le coefficient A ici et le coefficient B là, donc c'est une fonction du type AX plus B. Les résultats sont donnés là, et c'est à partir de ces résultats que je définis cette courbe. Ensuite ici, j'ai défini la volatilité en retranchant justement les éléments de cette régression linéaire, parce que moi ce qui m'intéressait c'était de calculer la volatilité autour de la pente naturelle du gain, parce que bon, on sait que les indices sur le long terme sont croissants, donc j'ai retranché cette pente-là pour avoir simplement de combien mon portefeuille allait évoluer autour de la position à laquelle il se situait. Donc c'est un petit peu la volatilité que vous voyez là. On en a terminé avec le setup. Alors maintenant, on va retourner à nos planches pour vous présenter les résultats obtenus de ces différents travaux. Alors, comment j'ai procédé? Alors, on a vu que j'avais fait les exports chaque année, donc je ne vais pas vous présenter tous les exports parce que ce serait beaucoup trop long. J'ai fait un échantillonnage en prenant tous les 5 ans. Donc là, j'ai commencé en 2020, il va y avoir 2015, 2010, 2005 et 2000. Alors, sur ces graphiques, eh bien, j'ai mis les principaux indices, des indices que tout le monde connaît bien. Hein. Le CAC 40, c'est l'indice français, le DAX c'est l'indice allemand, le S&P 500 et le Nasdaq c'est l'indice américain, le S&P 500 c'est les 500 meilleures plus grandes entreprises américaines, et le Nasdaq c'est les valeurs technologiques. Alors là j'ai démarré en 2000, alors vous voyez une petite subtilité, c'est que là je décale d'un trimestre, alors ça c'est pour des raisons je dirais un petit peu programmatiques, où là j'ai besoin d'un certain nombre d'échantillons avant de pouvoir faire mes calculs en relatif par rapport au mois précédent, enfin bon ça c'est du détail de programmation, mais bon ça ne change pas grand chose à la donne. Donc ça c'est en fait les tickers qui sont utilisés sur Yahoo Finance. Alors au début je vous avais mis la correspondance et finalement j'ai mis directement les étiquettes sur les courbes pour s'y retrouver un petit peu mieux. Donc là vous avez le Nasdaq, le S&P 500, alors en rouge et en bleu, ce sera toujours en rouge et en bleu, vous avez le résultat du portefeuille de Charles Gave, alors en version simple, vous avez acheté au début et vous avez laissé courir dans le temps, et puis le portefeuille équilibré, donc ça c'est le portefeuille donc, en rouge. Donc là, si on regarde en bout de course, si on avait injecté nos avoirs en 2020 avec une distribution équilibrée sur chacune des valeurs du portefeuille proposé par Charles Gave, bon, on aurait un gain qui serait pas mauvais, on serait au-dessus du DAX et du CAC 40, mais en dessous du S&P 500 et du Nasdaq. Mais bon, une performance tout à fait honorable. Passons maintenant à l'activation du portefeuille de Charles Gave en 2015 et regardons un petit peu ce qui se passe. Donc le Nasdaq, alors vous voyez, il est assez impétueux, hein, avec beaucoup de volatilité, etc. Bon, il a une réputation pour avoir ce type de comportement. Le S&P 500, un petit peu moins volatile. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le portefeuille de Charles Gave, alors, qui se comporte plutôt pas mal, même pas mal du tout. Donc en rouge et en bleu, rappelez-vous, c'est le portefeuille équilibré et le portefeuille simple. Et à la traîne, vous avez le CAC 40 et le DAX. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que déjà le portefeuille de Charles Gave, il est passé bien au-dessus du CAC 40 et du DAX, qui traîne un peu la patte, là. Là, vous voyez, il y a 8 ans d'écart. En 8 ans d'écart, vous avez pris 50%, alors que le portefeuille de Charles Gave a presque doublé. On arrive en 2010, donc là ça devient de plus en plus intéressant. Donc ici vous avez en jaune le CAC 40 qui a fait à peu près 100%, c'est-à-dire qu'il a doublé. Vous avez le DAX qui a fait presque 200%, il a quasiment triplé. Et ensuite ici vous avez le portefeuille de Charles Gave qui en moyenne a fait 270%, donc il a été multiplié par 3,7 à peu près. Vous êtes en train de rattraper le S&P 500, voilà, le Nasdaq est toujours en tête. On ouvre un petit peu plus la période temporelle, donc là on va démarrer le portefeuille en 2005, plus un trimestre. Donc là c'est assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que le portefeuille de Charles Gave qui a fait à peu près 400%, c'est-à-dire qu'il a fait x5, alors en version simple et équilibrée. Alors auparavant on passait devant le DAX et le CAC 40, et là on est passé devant le DAX, qui est la courbe
Voilà la courbe bleu foncé ici, et le S&P 500, donc c'est la courbe grise. Donc ce qu'on peut remarquer au passage, c'est que le DAX et le S&P 500 ont fait à peu près la même performance, c'est-à-dire à peu près 300%, donc x4, et par contre le CAC 40 toujours à la traîne. On a fait un tout petit 100%, c'est-à-dire qu'on a à peine doublé en un espace de temps qui est quand même assez conséquent, presque 20 ans, quoi. Alors, on continue notre voyage dans le temps en ouvrant l'amplitude à son maximum, enfin un maximum que je me suis fixé, c'est-à-dire en démarrant en 2000. Pourquoi 2000? Parce que ça fait une amplitude de 25 ans, et 25 ans, c'est le maximum que moi, à titre personnel, je me suis fixé. Bon, pour d'autres, ce sera peut-être 10, ce sera peut-être 30, etc. Et le 2000 me plaisait bien parce que ça correspond à la crise de la bulle Internet, donc c'est un endroit où on a quasiment acheté au plus haut. Alors après, bon, on a eu, alors si ça vaguelette un petit peu comme ça, c'est parce qu'on a eu différentes crises. On a la crise de 2008, la crise de l'immobilier. Après, on a eu une crise financière, la crise de la dette en 2012, etc. Alors avant de parler des résultats, on constate que là, les indices ont eu du mal à s'en remettre là, de ces différentes crises. Donc si vous prenez par exemple les trois indices, enfin le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40 et le DAX, ils ont tenté de s'extraire des bas-fonds en 2007, et 2008 on s'est repris la crise, etc. Et pour le S&P 500, le Nasdaq et puis le DAX, il a fallu attendre à peu près 2013-2014 pour sortir de l'ornière. Et par contre le CAC 40, lui, il est sorti une vingtaine d'années plus tard, quoi. Voilà. Alors, si maintenant on en revient à nos fameux résultats comparatifs, qu'est-ce qu'on constate? Là, ici, c'est le portefeuille de Charles Gave. On constate une très belle performance. Donc là, vous êtes à peu près à 400%. Et vous êtes 200% au-dessus du S&P 500 et du Nasdaq. Je rappelle au passage que le S&P 500 est considéré comme le marché le plus performant de tout le système financier. Ensuite, on a le DAX, et à la traîne, on a le CAC 40. Alors même si, et ça j'imagine qu'on vous l'a répété maintes et maintes fois, le comportement historique d'une stratégie ne donne aucune certitude sur le futur, ce qu'on constate, c'est que malgré tout, ça donne le ton, et que la stratégie proposée par Charles Gave n'est pas complètement à côté de la plaque et doit être prise en considération. Donc là, on va faire une synthèse sous forme de graphe récapitulatif des performances qu'on vient de voir. Donc ce graphe fonctionne comment? Ici, vous avez les performances. Ici, vous avez les points d'entrée du portefeuille. Donc 2000, 2001, 2002, 2003. Ici, vous avez les plus fortes performances. Alors c'est normal parce que vous êtes en position depuis plus longtemps. Si vous êtes rentré en 2000, effectivement, vous avez une amplitude temporelle de 24 ans. En 2001, vous avez 23 ans. Ensuite 2002, 22, etc., etc. Donc les gains les plus faibles sont de ce côté-là parce que vous êtes entré en position tardivement. Vous retrouvez les indices dont on vient de discuter. Juste par rapport à la forme des courbes, ici vous voyez que vous avez des gains stratosphériques côté Nasdaq, et c'est même vrai également pour les autres indices. Alors comme le Nasdaq est le plus nerveux, c'est lui qui réagit le plus violemment. Et c'est tout à fait normal, en fait ça correspond à des points d'entrée. Si vous regardez les courbes du Nasdaq, des points d'entrée assez stratégiques. En 2023 vous étiez sur un minimum local. Ensuite c'était vrai également en 2009. Donc là ça correspond à vraiment des points excellents au niveau des entrées. Ensuite ici vous avez la droite de régression qui correspond à une espèce de moyenne de comportement de chaque indice et des portefeuilles de Charles Gave. Et ce qui est important, c'est d'avoir une pente la plus importante possible, parce que c'est là où vous aurez le plus de gains au cours du temps. Donc si on fait l'ordre des pentes, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la pente la plus importante, c'est celle du Nasdaq, donc c'est celle qui nous a offert les meilleurs rendements. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve juste en dessous? On trouve le portefeuille de Charles Gave en injection simple et en rééquilibrage. Donc c'est le portefeuille de Charles Gave, ce sont les deux courbes que vous voyez là. Donc voilà. Ensuite, juste en dessous, vous avez la droite de régression qui correspond à S&P 500. Donc c'est un petit peu moins bon que le portefeuille de Charles Gave. En dessous, vous avez le DAX. Et en dessous encore, vous avez le CAC 40 qui n'a fait que doubler en à peu près 25 ans. Voilà, donc ça c'est encore des points positifs pour la stratégie de Charles Gave. Et alors autre point positif, c'est si on regarde la volatilité, vous prenez la volatilité du portefeuille équilibré, vous êtes à 62%. Donc 62%, cette volatilité, ça indique un peu le risque du portefeuille, quelque part les risques de drawdown de ce fameux portefeuille. En tous les cas, c'est bien en deçà du Nasdaq, c'est en deçà également du S&P 500 et du DAX.
c'est juste au-dessus du CAC 40, mais quand on regarde la performance du CAC 40, bon, c'est un petit peu normal qu'il n'ait fait que 41%, parce qu'en fait, il a été beaucoup plus mou que les autres. Donc là également, on a un point très positif par rapport à la stratégie. Alors même si on peut un peu considérer que la messe est dite, je vous ai fait tout de même un petit tableau récapitulatif. Donc ça, c'est des données qui sont extraites du fichier Excel que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. J'ai fait une synthèse tous les 3 ans, c'est-à-dire si vous avez le portefeuille juste depuis 3 ans par rapport à 2024, depuis 6 ans, depuis 9 ans jusqu'à 24 ans. Et ici, je vous ai mis les performances des différents indices en fin de période. Donc pour le CAC 40, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq, c'est dans l'ordre. Donc là, le CAC 40 en 3 ans, il a fait 33%, le DAX 21%, ensuite 25% pour le S&P 500 et 13% pour le Nasdaq. Et ça, c'est le portefeuille c'est le performance du portefeuille de Charles Gave. Et ça, c'est les performances moyennes. Alors ces performances moyennes, c'est pas juste une division par 3 là, si on considère les 3 années. Hein. C'est une formule un petit peu plus compliquée avec la racine énième, etc. Et la colorisation, donc je vous ai mis une colorisation en rouge lorsque les indices étaient inférieurs à la performance du portefeuille de Charles Gave, et vert lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'indice est supérieur à ce qu'a fait le portefeuille équilibré. Donc qu'est-ce qu'on constate? Si on était entré en position il y a 3 ans, on aurait fait une performance de 37%, on aurait surpassé tous les indices, y compris les indices américains. Alors ça, on le doit essentiellement à LVMH et Total Energy, donc ça nous faisait un rendement d'à peu près 11% par an. Ensuite, si on était rentré en position il y a 6 ans, en fait, on surpassait le CAC 40 et le DAX, et de manière très significative. Idem, mais pas les indices américains. Idem si on était rentré en position 9 ans, 12 ans, 15 ans. À partir de 18 ans, il commence à avoir un effet un petit peu charnière. Donc on est toujours devant le CAC 40, qui n'a pas fait grand-chose, et le DAX. Et là, on est à la limite d'aller chatouiller le S&P 500, puisque le S&P 500 est 271, c'est pour ça que je l'ai un petit peu plus assombri, contre 269 sur la performance du portefeuille de Charles Gave. Et à partir de 21 ans, on a surpassé le S&P 500. Donc là, vous êtes à 565 contre 464 pour le S&P 500. Mais le Nasdaq reste devant. Et là, le Nasdaq s'est pris la claque des années 2000, etc. Enfin, pour le moment, on est rentré à un niveau tout à fait favorable, ce qui fait que la performance du portefeuille a surpassé en fait tous les indices, y compris le Nasdaq. Et de manière assez significative, on est à 400%, et là le meilleur est à 247 pour le S&P 500. Et ça, donc, c'est les rendements moyens ramenés à l'année. J'en ai terminé avec cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été autant utile qu'elle l'a été pour moi. Et si vous avez apprécié ce travail, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers le petit pouce, l'abonnement ou les commentaires.